Un jour, ils sont en tête d'affiche des PLE. Le lendemain, ils disparaissent sans un mot. Pas de communiqué de presse, pas de sortie d'intrigue, pas de fuite en coulisses. Elles ont tout simplement disparu. La WWE a déjà effacé discrètement des femmes de son roster et dans certains cas, les raisons étaient si sensibles ou controversées que la compagnie les a complètement enterrées. Aujourd'hui, nous tirons le rideau sur les bannissements que personne n'était censé remettre en question. Commençons par Sable, l'une des plus grandes stars de l'Attitude Era. Elle a rejoint la WWE en 1996 et a connu une ascension fulgurante presque du jour au lendemain. Sable n'était pas qu'une simple attraction pour les yeux. Elle est devenue la deuxième championne féminine de l'histoire et a atteint un niveau de célébrité dont la plupart des catcheuses de l'époque ne pouvaient même pas rêver. Mais en juin 1999, alors qu'elle était au sommet de sa popularité, elle s'est retirée et a intenté un procès à la WWE pour un montant de 110 millions de dollars. Et que contenait ce procès? C'était fou. Sable accuse la WWE de harcèlement sexuel constant, de conditions de travail dangereuses et d'avoir subi des pressions pour s'exposer à la télévision. Mais ce n'est pas tout. Elle a également affirmé que quelqu'un avait étalé des excréments sur ses effets personnels. Oui, de véritables excréments humains. En outre, elle a déclaré que des catcheurs masculins avaient percé des trous dans les murs des vestiaires féminins pour pouvoir l'espionner pendant qu'elle se changeait. C'était explosif. Puis vint le coup de théâtre. Le bon vieux Jim Ross a laissé entendre que le procès ne portait pas vraiment sur des mauvais traitements. Selon JR, Sable a vu le genre d'argent qu'elle pouvait gagner en dehors du ring. Couverture de Playboy, contrat de merchandising, talk show. Soudain, le catch n'a plus semblé aussi attrayante. Il a qualifié toute cette affaire de coup de pied dans les couilles. 2 mois plus tard, l'affaire était discrètement réglée. Dans le cadre de cet accord, Sable a renoncé à son nom et aurait été interdit de catch pendant 3 ans. Mais nous sommes à la WWE. Vous connaissez déjà la suite. En 2003, elle est revenue. Et elle n'est pas seulement revenue. Elle s'est lancée dans le même genre d'histoire osée que celles pour lesquelles elle avait intenté un procès à la compagnie. Alors pourquoi Vince McMahon l'a-t-il fait revenir après tout cela? Certains fans pensent que la réponse est simple. Si Vince pensait que cela pouvait rapporter de l'argent, les histoires personnelles n'avaient pas d'importance. C'est une personne qui l'a le mieux exprimé. En ramenant quelqu'un après une dispute, Vince avait l'impression d'avoir gagné. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que le nom de Sable est discrètement effacé. Lorsque Tori Wilson a été intronisée au Hall of Fame en 2019, elle n'aurait même pas été autorisée à mentionner Sable lors de son discours. Certains disent que c'est à cause du mariage de Sable avec Brock Lesnar. Mais honnêtement, personne ne le sait vraiment. Et quand on regarde comment la WWE traitait les femmes en coulisses, cela commence à prendre tout son sens. D'anciens scénaristes ont raconté des histoires de discrimination sexuelle. Ils ont affirmé que les employés étaient touchés de manière inappropriée, qu'elles étaient ignorées lorsqu'elles se plaignaient aux ressources humaines et qu'on leur disait même de ne plus en parler. Le procès de Sable n'était donc peut-être pas qu'un scandale qui a fait la une des journaux. Peut-être était-ce la première fois que le rideau commençait à se lever. Parlons maintenant de Paige. L'histoire de Paige est difficile car elle avait tout. À 21 ans, elle est devenue la plus jeune championne des divas de l'histoire de la WWE. Elle a détenu à la fois le titre de championne de NXT et celui de championne de la WWE. Tout le monde pensait qu'elle était l'avenir de la division. Mais entre 2016 et 2018, tout s'est effondré. Tout a commencé en août 2016. Paige a été frappée d'une suspension de 30 jours pour avoir violé la politique de bien-être de la WWE. Au début, cela ne semblait pas trop inhabituel. Mais ensuite, les gens ont remarqué quelque chose d'étrange. Son petit ami de l'époque, l'ancien champion de la WWE, Alberto Del Rio, a été suspendu exactement le même jour. Les fans ont commencé à se poser des questions. 2 mois plus tard, elle a de nouveau échoué. Une autre violation. Cette fois, elle a écopé d'une suspension de 60 jours. Paige et sa famille ont vivement réagi. Ils ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une consommation de drogue, mais d'analgésiques prescrits pour une blessure au cou. Son père a même déclaré publiquement que les médicaments étaient approuvés par le médecin, mais que le système de la WWE les avait tout de même signalés. La WWE, de manière classique, a répliqué par une déclaration publique.
public. Elle a affirmé que Paige avait été testée positive à une substance illégale et non à un médicament prescrit. Mais ensuite, la vérité est apparue. Dans une interview brutalement honnête en 2017, Paige a tout mis à plat. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir subi une véritable dépression à la Britney Spears. Elle s'est laissée entraîner dans les fêtes, l'alcool et les drogues. Elle voulait s'intégrer. Elle voulait se sentir cool. Mais les gens qui l'entouraient n'étaient pas de vrais amis. Ils n'étaient là que pour l'argent et le chaos. Et pendant tout ce temps, sa blessure à la nuque l'a tenue éloignée du ring. Elle s'enfonce dans la dépression. Selon elle, je me sentais tellement seule et j'avais tellement mal au cou. Je me suis dit, c'est bien, un de plus sera parfait. Je peux le faire. Je ne suis pas dépendante de cette pilule. Et alors qu'il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles l'ont fait. En 2017, des pirates informatiques ont divulgué des photos et des vidéos privées de Paige en ligne. Le contenu comprenait des séquences l'impliquant, Brad Maddox et Xavier Woods de The New Day. Le tout a explosé sur Internet. Et comme si cela ne suffisait pas, la WWE a référencé la fuite dans un segment sans la prévenir. Paige a déclaré plus tard qu'elle s'était sentie prise au dépourvu et humiliée, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le clou du cercueil est arrivé au début de l'année 2018. Au cours d'un match lors d'un événement amoureux, elle a pris un coup de pied dans le dos de Sasha Banks et est tombée violemment. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une grave blessure à la nuque. Assez grave pour mettre fin à sa carrière, comme cela avait été le cas pour Edge. Elle est restée à la WWE quelques années de plus dans des rôles non liés au catch, en tant que manager général ou en soutenant des talents comme Mandy Rose et Sonya Deville. Mais sa carrière dans les rings de la WWE était terminée et l'histoire de son retour n'a jamais eu lieu. L'histoire de Chyna est peut-être la plus compliquée et la plus déchirante de l'histoire de la WWE. Elle n'était pas qu'une simple catcheuse. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. La première femme à combattre régulièrement des hommes. La première à remporter le championnat intercontinental. La première à participer au Royal Rumble. Et en tant que membre fondateur de la D-Génération X, elle a contribué à définir l'une des factions et l'une des époques les plus emblématiques de la WWE. Mais en coulisses, tout s'écroule. À l'époque, Chyna entretenait une véritable relation avec Triple H, un autre membre de DX. Les choses ont rapidement changé lorsque The Game a commencé à se rapprocher de Stephanie McMahon, la fille de Vince, dans le cadre d'une intrigue. Chyna a déclaré plus tard qu'elle avait trouvé des lettres d'amour, et c'est ainsi que tout s'est effondré. Sa relation a pris fin, tout comme sa place dans la compagnie, après qu'elle ait confronté Stephanie et Vince, qui savaient déjà ce qui se passait. Il ne s'agissait pas d'une simple rupture. Il s'agissait d'une politique d'entreprise au plus haut niveau. Triple H était sur la voie rapide du pouvoir, et The Billion Dollar Princess était littéralement la royauté du catch. Un ancien scénariste de la WWE a raconté qu'il avait accidentellement proposé l'intrigue qui les avait réunis sans savoir qu'elle détruirait également la vie personnelle et la carrière de Chyna. Lorsque son contrat est arrivé à échéance en 2001, les choses ont mal tourné. Vince McMahon lui aurait proposé 400 000 $ par an. Chyna a demandé $1 million, soit le même montant que les stars masculines les plus en vue. Pour ce que cela vaut, le légendaire Jim Ross a qualifié cette offre de scandaleuse, même si l'on considère le pouvoir de la star qu'était Chyna à l'époque. Mais sa sœur a révélé plus tard que ce contrat aurait pu lui rapporter bien plus grâce au merchandising et au pay-per-view. Chyna a tenu bon après que son offre a été rejetée et elle s'est retirée. Mais ce qui a suivi a été une chute douloureuse et publique. La télé-réalité, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale. Et finalement, elle s'est tournée vers les films pour adultes, y compris le tristement célèbre Backdoor to Chyna. C'est devenu l'excuse officieuse de la WWE pour la mettre sur liste noire. Triple H a même déclaré qu'il ne voulait pas que les enfants recherchent son nom sur Google et trouvent des contenus inappropriés. Mais c'est là que l'hypocrisie frappe. Val Venis a littéralement joué une star du porno sur WWE TV. X-Pac, le vrai pote de Triple H dans The Click, qui a participé à la première sextape de Chyna, n'a pas eu à en subir les conséquences. Et la WWE a ensuite intronisé Mike Tyson, Donald Trump et Snoop Dogg, tous liés à des contenus pour adultes, dans le Hall of Fame. Mais Chyna, elle est restée à l'écart. Oui, elle a finalement été intronisée en 2019, mais seulement en tant que membre de la D-Génération X. À ce moment-là, c'était trop peu, trop tard. Elle était décédée 3 ans plus tôt et n'a jamais pu entendre les acclamations. Elle n'a jamais eu droit à l'hommage qu'elle méritait, ni à ses fleurs lorsqu'elle était ici. Et si sa carrière à l'écran a été controversée, ce n'est rien comparé aux réactions en coulisses. Par exemple, Ken Shamrock, l'ancienne star de la WWE et de l'UFC, a déclaré un jour que l'une des raisons de son départ
départ était qu'il ne voulait pas lutter contre Chyna. Il a dit que cela allait à l'encontre de ses valeurs personnelles. My own personal thing was I just didn't want to get in the ring with Chyna. Ainsi, alors même qu'elle brisait les barrières, certaines personnes à l'intérieur de la WWE s'y opposaient discrètement. Les fans soutiennent toujours qu'elle méritait une intronisation en solo. Et ils ont raison. Chyna a fait tomber des murs pour toutes les femmes de la liste aujourd'hui. Elle a redéfini ce qu'une femme pouvait faire sur un ring. Et elle a payé le prix pour ne pas entrer dans le moule de la WWE à l'époque. Elle méritait mieux. Et au fond d'elle-même, la WWE le sait. Même les plus hauts responsables. Parlons maintenant de l'une des sorties les plus discrètement déchirantes de l'histoire récente de la WWE, la retraite soudaine d'AJ Lee en 2015. AJ n'était pas seulement bonne, elle était géniale. Un règne record de 295 jours en tant que championne des divas, une favorite des fans, et l'une des rares femmes à s'être démarquée à une époque où la WWE donnait des miettes à la plupart des membres de la division. Mais son parcours de conte de fées ne s'est pas terminé par une célébration. Elle s'est terminée dans le silence. Et derrière ce silence se cachait une tempête autour de son mariage avec CM Punk. C'est ici que les choses se gâtent. En avril 2015, AJ Lee a annoncé qu'elle se retirait du catch professionnel. L'histoire officielle était que cela était dû à des blessures au cou. Mais selon le Wrestling Observer, ce n'était qu'une couverture. Le vrai problème était en fait les retombées juridiques entre la WWE et CM Punk, son mari. Un an plus tôt, Punk avait quitté la compagnie en termes amers et s'en était pris à la WWE sur le podcast de Colt Cabana. Il les a accusés de grave négligence médicale. N'oubliez pas que la WWE l'avait licencié le jour de son mariage avec AJ Lee. Ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, le propre médecin de la WWE, Chris Amann, a poursuivi Punk pour diffamation. Et c'est ainsi qu'AJ s'est retrouvée coincée entre les deux. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle était mariée à celui que la WWE considérait désormais comme l'ennemi public numéro 1. C'est à ce moment-là que la machine de la WWE a commencé à serrer les vis. Les rapports disent qu'AJ Lee a dû appeler sa sortie une retraite, juste pour se libérer de son contrat. Il ne s'agit pas d'une libération, pas une séparation mutuelle. La WWE ne voulait plus d'elle, mais elle ne voulait pas non plus la laisser partir proprement. Même Jim Ross a déclaré qu'il n'était pas surpris, qualifiant sa situation de inconfortable après ce qui s'est passé avec Punk. Mais c'est là que le bat blesse. Juste avant de partir, AJ a fait quelque chose que la WWE n'a certainement pas apprécié. Elle a publiquement interpellé Stephanie McMahon sur Twitter au sujet de l'inégalité salariale, soulignant que la WWE prônait l'émancipation des femmes tout en payant ses stars féminines une fraction de ce que gagnaient les hommes. Stephanie McMahon a tenté de calmer le jeu. Elle l'a remercié d'avoir lancé la conversation. Mais soyons réalistes, ce genre de colère ne disparaît pas dans les coulisses. AJ Lee s'en est allée tranquillement. Pas d'adieu, pas de vidéo d'hommage. Elle est juste partie. Mais tout comme son mari, elle s'est exprimée avant de partir. Parlons maintenant de Gail Kim. Gail Kim a eu ce qui pourrait être le moment F-This, le plus sous-estimé de l'histoire du catch professionnel. En 2011, lors d'une bataille royale en direct à Raw, elle n'a pas seulement perdu le match, elle s'est éliminée elle-même. Oui, elle s'est éliminée elle-même. Elle a simplement roulé sous les cordes et s'est retirée. Pas de drame, pas d'hésitation, juste une protestation pure et simple, devant les caméras. Et le plus incroyable, c'est que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué à ce moment-là, ce qui a rendu son point de vue encore plus fort. Voici l'histoire. Gail Kim était l'une des femmes les plus talentueuses que la WWE ait jamais engagée. Elle a connu deux périodes distinctes. La première de 2002 à 2004, puis de 2008 à 2011. Mais durant cette seconde période, il était clair qu'elle n'en pouvait plus. Le manque de respect, le manque de temps d'antenne, la façon dont les matchs féminins étaient toujours les premiers à être supprimés. Elle a vu où cela menait. Alerte spoiler, nulle part. Et ce soir-là, en 2011, elle en a eu assez. Avant la bataille royale, les producteurs lui ont dit de se faire éliminer dans la première minute. C'est exactement ce qu'elle a fait, mais à sa manière. Elle s'est approchée d'Alicia Fox, lui a dit de vendre et a littéralement roulé hors du ring toute seule. Quelques secondes après le début du match, elle avait disparu. C'était une rébellion silencieuse. Pas de promo, pas de discours. Il s'agissait d'envoyer un message. Et la réaction de la WWE a été presque plus insultante que le traitement qui l'a précédé. Elle a raconté à John Laurinaitis ce qu'elle avait fait et il a ri. Il a dit quelque chose comme « Ouais, j'ai entendu dire
dire que c'était plutôt merdique. Pas d'amende, pas de suspension, juste de l'indifférence. Gail Kim a déclaré plus tard, si l'un des hommes s'était éliminé lui-même, il aurait été puni. Mais comme il s'agissait de femmes, tout le monde s'en fichait. Elle a été contrainte de rester jusqu'à la fin de son contrat et a finalement annoncé son départ sur Twitter. Avec le recul, elle a déclaré qu'elle pensait que Vince McMahon ne l'aimait tout simplement pas. Et quand on sait à quel point elle était sous-utilisée, il est difficile d'argumenter. Mais Gail Kim n'en avait pas fini. Elle est retournée à la TNA et a bâti l'une des carrières les plus respectées de la division Knockouts. Une véritable légende. Mais elle l'a fait selon ses propres termes. Parlons maintenant de Sunny. L'histoire de Sunny n'est pas seulement tragique. C'est peut-être la déchéance la plus déchirante de l'histoire de la WWE. Dans les années 90, elle était partout. La première vraie diva. La première pin-up de l'Attitude Era. À son apogée, elle était l'icône d'Internet. En 1996, elle a été désignée comme la femme la plus téléchargée au monde, devant des noms comme Pamela Anderson et Jennifer Aniston. Oui, c'est ça. C'est dire l'importance de Sunny. Et finalement, en 2011, elle a été intronisée au Hall of Fame de la WWE. Mais après cela, tout s'est effondré. Pour comprendre l'engrenage, il faut remonter à 1998. À cette époque, la WWE s'était déjà lassée de son comportement. Sunny manquait des événements, arrivait en retard et présentait excuses sur excuses. Les problèmes de toxicomanie faisaient déjà partie de l'histoire. La WWE lui a demandé d'aller en cure de désintoxication, mais elle a refusé. C'est alors que survient l'un des moments les plus étranges en coulisses. Elle aurait dit à Linda McMahon qu'elle avait fait une fausse couche, mais n'a pu fournir aucune preuve médicale. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La WWE l'a laissé partir. Et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Entre 2012 et 2016, elle a été arrêtée à maintes reprises, 5 fois en seulement 4 semaines à un moment donné. La plupart de ces arrestations étaient liées à des conduites en état d'ivresse. C'était un cycle brutal d'addiction, de chaos et de gros titres. Et le pire, c'est que personne n'a pu l'arrêter. Puis vint le chapitre le plus dévastateur. En mars 2022, Sunny a provoqué un accident de voiture mortel en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Son taux d'alcoolémie était 4 fois supérieur à la limite légale. Il y avait une bouteille de vodka ouverte dans la voiture et du cannabis dans son organisme. Un homme, Julian Laster, 75 ans, a tragiquement perdu la vie à cause de son comportement imprudent. En novembre 2023, Sunny a été condamnée à 17 ans et demi de prison. Elle est passée d'une manière ou d'une autre du statut de reine de l'Internet à celui de membre du Hall of Fame de la WWE, puis à celui de détenue. Il n'y a peut-être pas d'histoire de la WWE plus tragique que celle de Sunny, mais il y en a certainement d'autres plus embarrassantes. Le départ de Mickie James en 2021 n'a pas été une simple libération. Il s'est transformé en l'un des scandales les plus humiliants dont la WWE ait jamais eu à répondre. Après des décennies de service, de multiples titres et une fanbase fidèle, Mickie James était revenue à la WWE dans l'espoir de terminer sa carrière sur une bonne note. Qu'a-t-elle obtenu à la place? Le rejet, le manque de respect et, enfin, l'humiliation publique. En avril 2021, après avoir été libérée avec plusieurs autres, Mickie James a reçu un colis de la WWE. À l'intérieur se trouvaient ses effets personnels, fourrés dans un sac poubelle noir. Son nom était écrit sur un morceau de ruban adhésif collé dessus. Elle a posté la photo sur Twitter et Twitter a explosé. Les réactions ont été immédiates. Triple H et Stephanie McMahon se sont empressés de présenter des excuses publiques. Mark Carano, directeur principal des relations avec les talents de la WWE à l'époque, a été licencié à cause de cela, mais ce n'était pas la première fois. Mickie a déclaré que la même chose s'était produite lorsqu'elle a été libérée en 2010. Et recevoir ce sac poubelle une deuxième fois, elle a dit que c'était comme un coup de couteau dans le cœur d'une plaie ouverte. Après tout ce qu'elle a fait, la WWE l'a littéralement traité comme une ordure. Et il n'y avait pas que le sac. Pendant des années, Mickie a proposé des idées, de vrais concepts créatifs, y compris un show exclusivement féminin, quelque chose que la WWE aurait pu facilement défendre comme elle le fait maintenant avec l'évolution PLE. Mais ces idées ont été ignorées à chaque fois. Elle voulait contribuer, elle voulait aider à construire l'avenir. Mais la WWE voulait simplement qu'elle prenne sa retraite et qu'elle s'en aille tranquillement. Le sac poubelle n'a fait que rendre le manque de respect encore plus officiel. Parlons maintenant de la seule et unique Melina. La sortie de Melina en 2011 a surpris beaucoup de fans parce que de l'extérieur, elle était au top. Elle avait plusieurs titres à son actif, une forte présence sur le ring qu'elle avait affinée au fil des ans et une réputation d'athlète parmi les meilleurs de la division féminine.
Lorsque la WWE l'a licenciée, les gens ont été choqués. Mais en coulisses, les choses se sont gâtées. Les rapports de coulisses décrivent Melina comme une personne avec laquelle il est difficile de travailler. Des rumeurs circulaient sur ses problèmes d'attitude. Elle a même été traînée devant le tristement célèbre tribunal des catcheurs de la WWE, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est en fait un système judiciaire de vestiaire dirigé par des talents chevronnés parce qu'elle pensait être meilleure que le reste de l'équipe féminine. La situation est devenue si grave que Lita l'a expulsée des vestiaires. Et ce n'est pas tout. À l'époque, Melina sortait avec John Morrison, mais la rumeur disait aussi qu'elle avait une liaison avec Batista. Cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu et a fait d'elle un paratonnerre pour le drame. Mais voilà, Melina a nié la plupart de ces accusations. Elle a déclaré que les rumeurs provenaient probablement de personnes qu'elle rejetait sur le plan romantique ou qui n'appréciaient pas qu'elle ne joue pas le jeu en coulisses. Et dans le catch, la politique personnelle peut être tout aussi brutale que ce qui se passe sur le ring. Alors, était-elle vraiment le problème ou n'était-elle qu'une cible de la jalousie? Quoi qu'il en soit, sa chute a été soudaine et définitive, tout comme celle de Candice Michel. La sortie de Candice en 2009 ne s'est peut-être pas accompagnée d'un drame public, mais dans les coulisses, elle a mis en lumière l'un des plus vilains doubles standards de la WWE. En tant qu'ancienne championne féminine, Candice s'était forgé une réputation d'athlète à part entière. Elle n'était pas seulement un mannequin devenu catcheuse, elle avait travaillé. Mais après son retour d'une blessure, la WWE l'a discrètement laissée partir. La raison invoquée? Apparemment, elle ne ressemblait plus à une diva. Les rapports de l'époque affirmaient que les responsables estimaient qu'elle n'avait pas un corps naturellement mince et qu'il serait de plus en plus difficile de conserver cette apparence avec l'âge. Réfléchissez-y un instant. Une femme qui avait détenu le titre suprême était mise à la porte, non pas en raison de ses performances, mais parce que son corps ne correspondait plus à la liste de contrôle esthétique de la compagnie. Pendant ce temps, des dizaines et des dizaines de catcheurs masculins pouvaient vieillir, prendre du poids, voire ralentir physiquement, tout en conservant leur place en haut de la carte. La sortie de Candice Michel l'a dit haut et fort. À la WWE, les femmes sont censées rester jeunes pour toujours, parfaites pour toujours et minces pour toujours. Et si vous ne pouviez pas répondre à leurs critères de beauté ridicules et irréalistes, on vous montrait la porte de sortie, comme Candice Michel. En parlant de beauté, le départ de Kelly Kelly en 2012 n'était pas une question de drame en coulisses ou de performance sur le ring, c'était une question de contrôle. Après des années au sein de la compagnie, la fille si gentille qu'on l'a appelée 2 fois était prête à passer à autre chose. Elle ne voulait pas être enfermée dans un autre contrat à long terme avec la WWE. Elle voulait explorer la comédie, le mannequinat et le divertissement en dehors du ring. Mais la WWE n'était pas intéressée par la flexibilité. Elle voulait que sa carrière lui appartienne entièrement. C'est alors qu'est arrivé le point de rupture. Kelly Kelly prévoyait de sortir son propre calendrier, quelque chose de simple qu'elle avait déjà fait auparavant. Sauf que cette fois-ci, il contenait des photos de lingerie. La WWE est intervenue et a demandé l'approbation finale. Elle a refusé de reculer et comme ça, elle a été libérée. Pas de scandale, pas d'adieu. Une femme de plus coupée parce qu'elle n'entrait pas dans le moule. Sa sortie a montré clairement que l'image de la WWE adaptée aux enfants était assortie de conditions. Et pour les femmes en particulier, ses ficelles étaient très serrées, contrôlant non seulement ce qu'elle faisait devant la caméra, mais aussi ce qu'elle pouvait être en dehors. Parlons maintenant de Rosa Mendes. La période de Rosa à la WWE a été remplie de batailles personnelles, et il n'est pas exagéré de dire que la télé-réalité a peut-être sauvé sa carrière. En 2013, elle avait été retirée d'une tournée européenne après que des rapports aient fait surface qu'elle avait été ivre pendant presque tout le voyage. La WWE l'a renvoyée chez elle, et beaucoup s'attendaient à ce qu'elle soit discrètement libérée peu de temps après. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la même époque, Rosa était confrontée à de graves problèmes dans sa vie privée, notamment des violences conjugales de la part de son fiancé, l'ancien talent de la WWE, Jackson Andrews. C'était une période chaotique et profondément vulnérable. Et pourtant, elle n'a pas été licenciée. Parce que eux la voulaient pour Total Diva. Selon certaines sources, Rosa a été épargnée parce que les producteurs ont insisté pour qu'elle participe à l'émission de télé-réalité. La WWE, soucieuse de maintenir un partenariat solide, l'a gardée dans l'équipe. Sans Total Divas, elle aurait probablement été licenciée. C'est un rappel brutal de la façon dont la WWE prend parfois ses décisions. La sortie de Caitlyn de la WWE en 2014 a été soudaine. Pas de drame, pas de scandale, juste partie. Mais des années plus tard, elle s'est ouverte et ce qu'elle a révélé
révélé était déchirant. Caitlyn a dit qu'elle était partie parce qu'elle croyait sincèrement qu'elle était sur le point d'être renvoyée. Mais plus que cela, elle était dans une spirale descendante sur le plan mental. Selon ses propres termes, elle était en mode autodestruction. Elle a dit qu'elle se détestait, qu'elle se sentait invisible et qu'elle voyait sa pertinence s'évanouir de semaine en semaine. Derrière les lumières et les intrigues, elle s'effondrait. Elle n'a pas été libérée. Elle s'en est allée, mais pas parce qu'elle le voulait, parce qu'elle pensait que cela arriverait de toute façon et qu'elle n'en pouvait plus. Son histoire nous rappelle que tout départ ne s'accompagne pas nécessairement d'une controverse ou de gros titres. Parfois, la pression suffit à briser quelqu'un. La première sortie de Maria Kanellis de la WWE en 2010 n'a pas été ce que l'on croit. Elle n'a pas été licenciée, elle est partie parce qu'elle avait demandé une augmentation de salaire. La WWE a refusé et c'est tout. Puis elle est revenue en 2017 aux côtés de son mari Mike Bennett, espérant un nouveau départ. Mais en 2020, pendant les coupes budgétaires de l'ère COVID, ils ont tous les deux été libérés. Et la façon dont la WWE a géré la situation a été brutale. Maria n'était qu'à 9 semaines de grossesse et se remettait encore de l'accouchement. Elle a reçu l'appel pendant le rendez-vous chez le médecin de son fils nouveau-né. Un instant, elle est à un check-up. L'instant d'après, elle se retrouve au chômage. Elle a qualifié cette situation de cauchemar et, honnêtement, qui pourrait le contester? Malgré tous les discours sur la famille et le respect, l'histoire de Maria montre à quel point la WWE peut être froide lorsque les caméras ne tournent pas. Avons-nous oublié des femmes de la WWE qui ont été bannies sans explication? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.